Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présence africaine dans les Amériques et les Caraïbes. L'Afrique, patrimoine historique et culturel. Edwige Gebagidi. L'évidence culturelle est imprimée dans la mémoire de l'homme, elle est inscrite dans son évolution et accompagne parfois les changements sociaux. Cette réalité qui a pris corps dans les mouvements de révolte des captifs africains procède d'une longue période d'endurance qui leur donnera la capacité de résister aux épreuves physiques et morales, à la violence des esclavagistes. Et pourtant, c'est dans cet univers hostile qu'ils vont conserver et perpétuer les pratiques séculaires de leurs ancêtres africains. Enlevés des terres africaines, les captifs vont travailler comme des bêtes de somme pendant plusieurs siècles. Plus tard, leurs descendants développeront des techniques très avancées dans les domaines des sciences, des arts et des lettres pour répondre aux besoins de leur environnement. Restés sur l'autre rive de l'Atlantique, leurs frères d'Afrique vont être désormais sous la domination des Français, Anglais, Italiens, Allemands, Portugais, Belges, etc. Cette vague européenne entraînera la désorganisation des sociétés africaines. Ce désordre sociologique va plonger l'Afrique dans un traumatisme culturel profond. La période coloniale qui s'ensuivra fera place au long processus d'aliénation culturelle des Africains et occasionnera l'instauration d'une culture hybride. Ensuite, les Africains seront conduits sous les couleurs de la puissance coloniale dans les tranchées de l'Hexagone. Culturellement endurants, ils résisteront à la fois aux chocs violents du climat et de la guerre. Toutefois, leur bravoure ne sera pas équitablement reconnue par la mère patrie. La domination coloniale qui va ainsi se déployer au fil des décennies à travers toute l'Afrique s'essoufflera au terme de la Deuxième Guerre mondiale, du fait de la multiplication des mouvements de résistance et de la mobilisation des élites africaines. Cette résistance trouvera sa source dans les fondements culturels des sociétés africaines. C'est donc par le prisme de la culture que les Africains vont formuler leurs revendications identitaires. Puis la libération s'exprimera à travers la poésie, la danse, les chants, les contes, dans une véritable explosion culturelle. Celle-ci fera place, au lendemain des indépendances, à d'autres formes d'oppression. On assistera peu après à l'arrivée de quelques dirigeants qui vont étouffer l'expression des créations africaines. Écartelé en pleine guerre froide entre les deux idéologies dominantes du monde, le continent va connaître une léthargie sociale, économique et politique et là encore, la culture va y transcender. Cette transcendance va entraîner, à l'orée des années 90, l'avènement de la démocratie dans la majorité des pays africains. Et cette nouvelle donne favorisera, dans l'euphorie générale, la libéralisation de tous les secteurs d'activité dont le secteur culturel. Mais les années 90 et le début du nouveau millénaire vont annoncer la recrudescence des conflits armés, tout aussi néfastes sur le plan culturel. Préoccupés par cette situation, toutes les diasporas du continent africain ont entrepris d'œuvrer pour la paix et la reconstruction sur la base de la culture. Présentes sur tous les fronts, ces diasporas préconisent l'amélioration de l'image écornée de l'Afrique. Elles proposent dans une approche holistique, la relecture de l'histoire pour souligner l'universalité et la transversalité des recherches et des créations africaines. C'est une démarche qui prône une meilleure connaissance du patrimoine historique culturel de l'Afrique, pour une meilleure intégration de ses valeurs et savoir-faire dans le creuset de l'universel. Ces préoccupations légitimes qui sous-tendent cette réflexion recommandent un survol du patrimoine historique et culturel du continent par le vecteur de la musique. Pour ce faire, l'étude sera subdivisée en deux grandes parties. Le premier volet mettra en exergue les identités et leurs vecteurs culturels pour décrire dans une seconde partie les impacts politiques, économiques et socioculturels de la déportation et de la colonisation. L'analyse explorera en conclusion des pistes favorables à la sauvegarde, à la promotion et à l'enrichissement du patrimoine historique et culturel de l'Afrique. Patrimoine et identité. Chaque création puise aux racines des traditions culturelles, mais s'épanouit au contact des autres. C'est pourquoi le patrimoine, sous toutes ses formes, doit être préservé, mis en valeur et transmis aux générations futures en tant que témoignage de l'expérience et des aspirations humaines afin de nourrir la créativité dans toute sa diversité et d'instaurer un véritable dialogue entre les cultures. Déclaration universelle sur la diversité culturelle, article 7.
Doté d'un patrimoine diversifié, le continent africain regorge de sites historiques, paléontologiques, géologiques, archéologiques et culturels. Ces nombreux atouts qui sont aussi au cœur de ces drames, lui ont souvent valu les assauts répétés des civilisations dominantes. C'est ainsi qu'avec l'arrivée des Européens sur ces terres, l'Afrique va contribuer à son détriment à l'édification du monde contemporain. Cette situation va avoir des effets néfastes, voire dévastateurs, sur le système d'organisation des sociétés africaines. Toutefois, le continent sera à l'origine des plus grandes révolutions opérées au cours du siècle dernier, en art. En musique, le jazz et le blues, qui sont du domaine de la pure création, trouvent aussi leur source en Afrique et miraculeusement, à travers ce qui a été en même temps une destruction de l'Afrique par l'Europe. Aujourd'hui, on observe que les Amériques, y compris les Caraïbes et les Antilles, offrent un véritable creuset de mélodies et de créativité musicale. Sans prétendre être exhaustif, nous citerons le reggae, le compas, le merengue, le zouk et particulièrement la salsa qui permit aux percussionnistes d'origine cubaine, Chano Pozo, spécialiste des congas et du bongo, d'exporter aux États-Unis les rythmes de ses racines africaines et caribéennes dans le latin jazz et le bebop. Y a-t-il eu plus grande création musicale à l'échelle mondiale, depuis l'époque de la grande musique classique ? Identité et similarité culturelle. Le paradoxe apparaît maintenant en pleine lumière, ce qui caractérise les sociétés africaines et afro-américaines contemporaines, c'est leur capacité à innover. Le procès de création est pour elles à la fois identification et appropriation du monde. Les peuples africains présentent des arts spirituels, inventifs, originaux et séculaires tels que ceux des Yoruba du Nigeria, des Ovimbundu et Chokwe d'Angola, des Kota, Teke et Congo de la République du Congo, des Kwele, Punu et Fang du Gabon, des Luba, Kuba et Mangbetu de la République démocratique du Congo, de la Zambie et du Zimbabwe, des Lobi du Burkina Faso, des Dogons du Mali, des Akan du Ghana et de la Côte d'Ivoire, des Bamoun du Cameroun, Ntwain des Afrique du Sud, etc., qui témoignent à la fois de la diversité et de la spécificité des expressions africaines. Ces expressions qui caractérisent les sociétés traditionnelles favorisent un environnement culturel empreint de mystère et de fascination. Ces expressions vont perdre parfois en certaines régions de déportation une part de leur spiritualité et de leur fonction sociale. Plongé dans un passé lointain et glorieux, l'art africain va peu à peu s'altérer avec la déportation et la colonisation. En réaction à ce processus d'aliénation culturelle imposé par les esclavagistes dans les Amériques, les captifs africains vont dans cet univers quasi carcéral s'évader, s'organiser et poser de nombreux actes de résistance physique et culturelle. D'autres expressions d'essence africaine vont naître dans les Amériques où des bouts d'Afrique vont être créés grâce aux actes de bravoure des captifs et des fugitifs. Alex Haley nous fera d'ailleurs découvrir cet univers de Kunta Kinte, son ascendant, à travers son œuvre Racines. Les racines seront également conservées sur le plan cultuel, car les captifs africains, pour la plupart d'origine Yoruba, Congo, Malinké, Mandingue, Wolof, etc., résisteront à la tentative de déstabilisation des religions africaines et à la stigmatisation de leurs pratiques sociales. C'est ainsi que les Brésiliens vont porter un regard nouveau sur ces pratiques africaines, intégrant dans la foi chrétienne les pratiques dites animistes d'Afrique, orishas. D'autres groupes africains vont entreprendre la même démarche à Cuba avec le candomblé et les Haïtiens s'exprimeront à travers le vaudou, une pratique assez vulgarisée avec le bouiti, rite de l'Afrique centrale, dans certaines régions des Caraïbes, Trinidad, Barbade, Guyane, Pérou, Équateur, Colombie, Uruguay, etc. De nombreux événements favoriseront ainsi sur les plans social, linguistique, religieux et musical, l'émergence d'un syncrétisme culturel. C'est précisément dans le domaine religieux que l'on constate qu'une partie de la mémoire de l'Afrique traditionnelle se trouve sur l'autre rive de l'Atlantique. Nourries de l'esprit de la persévérance, les musiques des communautés noires des trois Amériques portent en elles l'âme africaine. S'enrichissant mutuellement, les rythmes des Amériques ont traversé l'Atlantique, puis ceux d'Afrique feront de nouveau la traversée de l'Atlantique. Ce faisant, les artistes des deux rives de l'Atlantique se révéleront au travers de leurs œuvres comme de véritables promoteurs des cultures africaines.
Cette évidence qui se lie avec émotion dans le work song, le negro spiritual, le gospel et le blues, est également lisible dans les notes du jazz, du bebop, du latin jazz, etc., ainsi que dans les rythmes et pas de danse de la soul, du rap, du R&B de l'Amérique du Nord, de la bossa nova et de la samba du Brésil, de la marinera du Pérou, de la biguine et du compas des apostrophes Haïti, du reggae de la Jamaïque, du merengue de Saint-Domingue, du poro et de la cumbia de la Colombie, de la salsa de Cuba et de la Colombie, du zouk et du GWOK de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique, du soca et du calypso de Trinidad, de la Barbade et de Sainte-Lucie, ainsi que dans les orchestrations de Duke Ellington, de Miles Davis et autres instrumentistes des Amériques. Histoire des musiques mères d'Amérique et du bassin des Caraïbes. Si l'on considère que l'expression suprême de l'humanité, de l'état d'être humain, réside dans sa capacité à créer et à innover, que l'affirmation d'une identité collective immédiate passe par l'invention de formes et de langages nouveaux, dans le champ social comme dans le domaine esthétique, on ne peut qu'être frappé par l'extraordinaire richesse de ce qui a été produit indépendamment en Afrique et dans les Amériques noires. Il y aurait un nouveau concept de diaspora noire à circonscrire, si l'on voulait s'en donner la peine, qui unirait tous les individus touchés par le traitement du temps, de l'espace ou des formes dont l'invention provient de communautés noires, de l'influence de l'art nègre sur le cubisme et le surréalisme aux modes les plus récentes mettant en vogue les musiques afro-caribéennes en passant par 60 années d'universalisation incessante du jazz. Né dans la douleur de la punition, de la négation de l'autre, de l'avilissement, du viol, de l'acculturation, de l'ostracisme, du phénomène de dressage des Africains en étalons, de la violence, de nombreuses arrestations des captifs en fuite et dans la violence des embuscades du Ku Klux Klan, dans la marginalisation et l'exclusion sociale, dans la violence des arrestations policières, les rythmes des Amériques retracent l'histoire des sociétés américaines et caribéennes. Chantant parfois dans les plantations, les captifs africains vont créer le work song, raillant les danses et musiques des esclavagistes. Les captifs vont les introduire dans leur folklore découlant des rituels et rythmes africains. Puis leurs descendants vont implorer le divin à travers le negro spiritual et le gospel. Rêvant des lendemains meilleurs, ils composeront des louanges à la gloire de Dieu au moyen du gospel qui va engendrer le jazz et le rythme esperluette blues. Et la fréquentation de nouveaux espaces musicaux va alors leur donner quelques illusions avec l'avènement du bebop et du free jazz. Créée et jouée par les Noirs pour divertir la communauté blanche, la musique était alors mélodieuse. Mais la crise de 1929 ainsi que la marginalisation et l'exclusion sociale vont marquer un tournant dans l'histoire des Noirs américains qui exerçaient alors leurs arts essentiellement pour le plaisir de leurs concitoyens européens. Ayant comme seules armes, les instruments et la parole, les artistes vont dans une forme novatrice devenir les griots de la communauté noire américaine. Ils vont ainsi sortir de la musique mélodieuse pour exprimer leur état d'âme. Le jazz ne sera plus créatif mais interrogatif. Des interrogations parfaitement lisibles dans le rock, à travers les œuvres de Little Richard, Chuck Berry et Jimi Hendrix qui exprimeront diversement leurs états d'âme. La lecture de ce phénomène est d'ailleurs reprise aujourd'hui, par le mouvement de contestation hip-hop qui dénonce à travers le rap toutes les formes de domination. Né dans les contrées ou à la périphérie des grandes métropoles des Amériques, le blues, le gospel et le free jazz en Amérique du Nord, tout comme la cumbia et le merengue d'Amérique latine et du bassin des Caraïbes vont puiser aux sources des musiques traditionnelles d'Afrique pour offrir de nombreuses ramifications musicales. Notons le rythme blues, le jazz, le rock, le latin rock, le reggae, la soul, le funk, le new jack, le rap, etc. pour l'Amérique du Nord et en ce qui concerne l'Amérique latine et le bassin des Caraïbes, la bossa nova, la salsa, le compas, le zouk, etc. Ces rythmes et mélodies préfigurent la corrélation existant aujourd'hui entre le continent africain et ses diasporas. Toujours sur le plan musical, on observe parfois avec stupéfaction quelques ressemblances rythmiques entre les structures des notes musicales de J.B. Mpiana, Werason et Earl Klugh qui sont tous influencés par certaines compositions polyrythmiques des musiques traditionnelles jouées sur des gammes variées. Introduction, réponse instrumentale, improvisation, intégration de spécificités folkloriques ou locales, onomatopée, réponse instrumentale.
l'un s'inspirant des folklores du bassin des Caraïbes et du continent sud-américain et les autres, de rythmes traditionnels d'Afrique. L'improvisation leur permet ainsi de s'affranchir de la raideur académique de la musique. La technique étant considérée comme un obstacle à la libre inspiration et à l'expression. Notons par ailleurs que la permanence du rythme existe aussi bien dans la voix et les mots, que dans les pas et les mouvements accompagnant l'orchestration des rythmes d'Afrique et des Amériques. Faisant un détour dans les îles de l'océan Indien, on observe que les cadences de ces régions offrent ces mêmes constances du rythme africain. Éléments de parenté. La musique d'ailleurs fit en permanence la navette à travers l'Atlantique. Ce sont les rythmes caraïbes qui mettent en mouvement ce qui deviendra la musique zaïroise et d'une autre façon, le highlife. C'est le jazz, découvert sur place, qui lance Fela Anikulapo Kuti sur la piste d'une nouvelle musique nigériane susceptible de prendre en charge l'esprit de révolte d'une partie de la jeunesse urbaine et de soutenir des paroles stigmatisant l'aliénation culturelle. C'est le succès américain du Makossa qui fait enfin reconnaître le talent de Manu Dibango, après de longues années de carrière discrète. Et cette fois, le phénomène correspondant touche l'Amérique. Les rituels et musiques traditionnelles du continent noir ont largement inspiré les œuvres des artistes d'Afrique et des Amériques, qui les ont réinventés à travers leur perception dans différentes formes modernes. Cette modernité est particulièrement lisible dans les œuvres de John Coltrane, Chano Pozo, Louis Armstrong, Bo Diddley, Sakai, Miles Davis, Bob Marley, Celia Cruz, Wally Badarou, Curtis Mayfield, Santana, James Brown, Myriam Makeba, Bella Bilo. Jacob Desvarieux, Pamelo Munka, Manu Dibango, Yuri Buenaventura, Angélique Kidjo, Yvan Voice, Youssou N'Dour, Tiken Jah Fakoly, Didier Awadi ainsi que des groupes comme Earth, Wind & Fire, Temptations, Africando, Maz, OK Jazz, Soul de Soul, Afriza, Orishas, Positive Black Soul, Steel Pulse, Kassav, Daraji, Teal the World, Magic System, etc. Une réalité qui laisse entrevoir des notes à la gloire de l'Afrique. Notons au passage qu'une partie de ces œuvres font aujourd'hui le bonheur des promoteurs des rythmes présentés sous le label de Musique du Monde, terme discriminatoire pour désigner le mbalax du Sénégal, le blues malien, le jazz guinéen, le highlife ghanéen, le zouglou ivoirien, le ching system de Stan Toon et Daniel Sagboan du Bénin, l'African beat de Fela le Nigérian, le makossa du Cameroun, la rumba, le soukous et le ndombolo des deux Congos. Puissance et rythme des voix. Il existe des similarités dans le timbre de voix de Bessie Smith, Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Otis Redding, B.B. King, Buddy Guy, Nina Simone, Wilson Pickett, Al Green, Ray Charles, Stevie Wonder, Marvin Gaye, George Benson, Al Jarreau, Bob Marley, Tina Turner, Aretha Franklin, Anita Baker, Coupé Cloué, Millie Jackson, Teddy Pendergrass, Luther Vandross, Gibson Brothers, Jacob Desvarieux, Gilberto Gil, Keith Swiss, Jocelyn Brown, Chaka Khan Sad, George Clinton, Lionel Richie, Ralph Tamar, Tracy Chapman, R. Kelly, Mary J. Blige, Lauryn Hill, Erykah Badu, Jocelyn Berroir, Jill Scott, Alicia Keys, etc., ainsi que dans les voix de nombreux groupes de gospel. Des voix qui nous renvoient d'ailleurs à celles du groupe Black Mazambo et à celles de Myriam Makeba, Franklin Boukaka, Alpha Blondy, Fela, Ebo Alotin, Manu Dibango, Ekambi Briand, Bébé Manga, Pierre Akindingué, Alok Pon, Papa Wemba, Bonga, Césaria Evora, Kofi Olomide, Lucky Dubé, Grace Deka, Lokwa Kanza, Chiwoniso, Mewe, Brenda Fassi, etc. Pas de danse. Inspiré par les pas de danse des rituels bantous, le tango sera inventé à la périphérie de Buenos Aires avant d'être popularisé et européanisé. En outre, on remarque que les pas de danse des Santras de Cuba font écho à ceux des prêtresses vaudou d'Haïti et du Bénin, ainsi qu'aux pas de danse des maîtres Dogon et des danseurs zoulous. Des traits culturels sont tout aussi lisibles dans les déhanchements et pas de danse de Michael Jackson, qui démontre ainsi sa capacité à esquisser les pas de danse africaines et caribéennes. D'autres pas de danse exécutés par Josephine Baker, Nicolas Brothers, Sammy Davis, James Brown et Prince peuvent être recoupés dans la chorégraphie des prêtresses vaudou du Bénin et de nombreux groupes traditionnels d'Afrique. En somme, les pas des danses africaines offrent un ensemble de figures composées de quelques jeux de pieds,
suivi des mouvements des mains, des bras, de la tête, des épaules qui accompagnent avec souplesse l'agilité des jambes et parfois, les ondulations du bassin. Identité des instruments. Instrument redouté par les esclavagistes, le tam-tam permettra aux Africains de communiquer longtemps avant que les esclavagistes ne saisissent son caractère préjudiciable. Interdit aux Africains rendus esclaves, ces derniers surent toutefois survivre à la censure et au temps. Fort présent dans les Amériques, ce vecteur de communication constitue l'instrument majeur des groupes de percussion. Symbole des musiques d'origine et d'ascendance africaine, le tam-tam fait partout la force du rythme, tant sur le plan des compositions traditionnelles que dans les orchestrations du jazz, de la rumba, de la samba, du compas, du zouk, etc. Appelé Ounogabon en Faune, au Bénin, djembé au Sénégal, ngoma ou mbonda dans les deux Congos, en Angola, en Zambie, GWOK à accent circonflexe en Guadeloupe, cette icône de l'Afrique est l'une des composantes essentielles des musiques rythmées. Rythme composé parfois de plusieurs tambours, d'onomatopées, des tapes des mains et des sons émanant de nombreux instruments complémentaires comme la kora, le balafon, la sansa, le gong, les maracas, etc. L'orchestration offre ainsi des rythmes permettant d'esquisser des pas de danse fusionnant avec les mouvements du corps. Cette description a été fort bien illustrée par Joséphine Baker, dont le succès de sa revue Nègre constituera, en 1925, le levain de la vague grandissante de la négritude. Identité culturelle, moyen de lutte, d'affirmation et d'expression. People without the knowledge of their past history, origin and culture are like a tree without roots. Marcus Garvey. Approche des diasporas africaines. Marcus Garvey tenta naguère de résoudre cette équation par le prisme du panafricanisme, en prônant la communauté d'intérêt des peuples de couleur colonisés et opprimés. C'est dans cette veine que s'inscriront plus tard les actions de Malcolm X, leader du mouvement Black Power, dont les objectifs consistaient à promouvoir dans le cadre du mouvement des droits civiques, l'histoire et l'identité des Noirs et à les libérer du terrorisme culturel et de la déprédation imposée par le pouvoir blanc. Ainsi invitait-il les peuples d'origine et d'ascendance africaine à vivre dans une vision plus positive des Noirs, celle d'un peuple énergique, courageux, intelligent, beau et épris de paix. D'où les slogans militants de Mohamed Ali, I'm proud to be black, I'm strong and beautiful, I'm black and beautiful, pour s'insurger contre la négation des Noirs dans la société américaine et ailleurs dans le monde. Tommy Smith, champion olympique du 200 mètres en 1968, et John Carlos, son compatriote, vont de leur côté manifester leur appartenance au mouvement lors du retentissement de l'hymne national de leur pays. Militant pour le mouvement des droits civiques, ils vont, tête baissée et poings gantés de noir, témoigner au monde de la discrimination raciale dans leur pays. Ils représentent avec Mohamed Ali les symboles politiques du sport. De nombreux artistes et écrivains vont adhérer au mouvement, d'autres personnalités du monde noir, d'Afrique et des Amériques, le soutiendront activement. On pourrait citer à titre illustratif les nombreuses invitations que Kwame Nkrumah et d'autres dirigeants africains adressaient aux personnalités engagées dans ce combat. Relevons également la contribution majeure de Cheikh Anta Diop. Prenant le contre-pied des théoriciens occidentaux, Cheikh Anta Diop va affirmer et soutenir l'historicité des sociétés africaines, l'antériorité de l'Afrique et l'africanité de l'Égypte. Cette philosophie va donc inspirer Malcolm X qui, face au pouvoir ségrégationniste des États-Unis, s'emploiera à rappeler à la communauté noire que le peuple noir n'est pas sans histoire et sans culture, sans conscience collective et sans rôle historique. Prônant la tolérance et le dialogue, Martin Luther King Jr. va avec plus de tact revendiquer l'égalité des droits. Ces nombreuses actions peuvent être ici résumées par son discours mémorable « I have a dream », prononcé le 28 août 1963 sur les marches du Lincoln Memorial, Washington, D.C. Mais sa modération n'a pas empêché le Ku Klux Klan de dresser de nombreuses embuscades contre les militants des droits civiques, dont celle de Mississippi qui fut d'ailleurs portée à l'écran, Mississippi Burning. Malcolm X comme Martin Luther King Jr. paieront de leur vie. Bob Marley prendra le témoin plus tard avec le mouvement Rastafari. Puis Spike Lee, Denzel Washington LL. Kool G, Tupac et bien d'autres artistes vont assurer le relais par le biais du cinéma et de la musique. D'autres personnalités du monde politique et culturel vont poursuivre les œuvres de Marcus Garvey, W.E.
Dubois, Padmore, Cheikh Anta Diop, Malcolm X, Martin Luther King, Bob Marley, etc. à travers leurs activités. Approche africaine. Puisant leur inspiration au cœur des traditions africaines, et baignant de façon altière dans les tréfonds des mystères du continent, les écrivains, cinéastes, poètes, essayistes, artistes africains vont devenir les locomotives des mouvements indépendantistes. Aussi vont-ils chanter, décrire, sculpter ou filmer les aspirations de leur peuple à travers leurs œuvres. Porte-voix de la société civile, les artistes présentent des œuvres qui ne sont pas de simples plages musicales ou pages littéraires. Ils traitent de façon légère et inspirée des répercussions de l'héritage colonial, de la montée du racisme, de la corruption, des problèmes de gouvernance, de la globalisation. Aujourd'hui, on note avec stupéfaction qu'Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly interpellaient déjà leurs compatriotes sur les dérives du concept de l'ivoirité. Meilleurs ambassadeurs du continent, les artistes africains qui sont perçus comme les promoteurs de la culture africaine, améliorent l'image de l'Afrique et l'honorent parfois sur la scène internationale. Source d'inspiration, l'art africain et diverses manifestations culturelles sont aujourd'hui à l'affiche dans le monde entier. Et ce n'est pas toujours pour son bonheur. Rôle des Européens. Après avoir combattu activement les descendants des captifs africains qui s'acharnèrent dans le maintien de leurs référents culturels, tentèrent de détruire leurs liens africains et ignorèrent, voire nièrent parfois leur apport dans l'édification du monde contemporain, on semble actuellement leur conférer des talents exclusivement dans les domaines du sport et de la musique. Il faut se souvenir par ailleurs que c'est dans la douleur du mépris que les descendants des captifs vont cultiver leurs talents pour survivre aux lois ségrégationnistes. Partant du work songs et du negro spiritual, certains vont noyer leur douleur dans une débauche de créations sans fin, blues, gospel, jazz, salsa, rythme esperluette blues, rock, reggae, etc. Comme pour défier leur destin dans ces zones décrivant tristement la misère de leur existence, malgré la tentative de destruction totale de leurs racines africaines. Forte de ses talents, la communauté noire forcera les portes de son destin pour s'imposer dans l'Amérique raciste, à travers les sciences, les lettres et les arts pour transcender ces mots. Des mots qui n'ont point traversé l'histoire de la communauté blanche, qui n'a pas en général connu les vicissitudes de la communauté noire. D'après la mémoire collective, l'Amérique blanche n'a pas vécu, en majorité, tous les drames qui ont traversé l'histoire des Africains américains. Et c'est justement cette mémoire qui va rythmer les vibrations que la communauté noire porte en elle. C'est toujours cette mémoire qui permettra à la communauté noire de trouver les ressources nécessaires à la transcendance et à la sublimation de son existence. C'est encore cette mémoire qui permettra à cette communauté d'accoucher du blues, du gospel et du rythme esperluette blues, musiques desquelles découleront le jazz et le rock. C'est pourquoi il importe de souligner que le rock et le jazz ne sont pas nés dans la communauté européenne, mais dans la communauté noire. Elvis Presley n'a donc pas inventé le rock, car c'est au contact des populations noires qu'il s'est révélé. Aujourd'hui, c'est Eminem qui a suivi ses traces. Est-ce possible de déclarer pour autant qu'Eminem, qui a par ailleurs produit 50 Cent, a inventé le rap? Fruit des vicissitudes et des émotions de la communauté noire, le blues, le gospel et le rythme esperluette blues ainsi que leurs variantes témoignent de l'évolution de la société noire américaine. Aussi devrons-nous retenir ici que ces musiques ont été créées par la communauté noire, promues culturellement et économiquement par la communauté blanche. C'est ce rôle prépondérant des Européens dans le processus de production et de distribution qui laisse croire que la communauté blanche était à la base de leur création. Puisque leur champ d'action couvrait les secteurs administratifs et financiers de toute la chaîne du disque, de la production à l'organisation du spectacle, en passant par la vente des magazines spécialisés et des tickets de spectacle. Le secteur compte à présent de nombreux producteurs de la communauté noire. Il convient toutefois de déplorer le fait que cette nouvelle vague ait opté pour la chosification de la femme. Elle apparaît comme un objet sexuel à travers les clips. Une logique commerciale loin des combats menés par la communauté noire durant les périodes de l'esclavage et de la ségrégation raciale, qui a âprement lutté pour cette liberté gagnée. Impact économique. L'enrichissement des armateurs, négociants et négriers va favoriser au fil du temps
Le développement du commerce triangulaire et l'expansion économique des grandes puissances de l'époque, Angleterre, Pays-Bas, France, Portugal, Espagne, contribuant par voie de conséquence à la naissance de la révolution industrielle. Cette position qui sera consolidée durant la colonisation et reconsolidée avec les accords de coopération et la mondialisation, permettra aux Européens d'entretenir le système d'accumulation des richesses. Il faut croire que dans ce système, l'Afrique semble toujours et encore incontournable. Selon Franklin W. Knight, la valeur économique potentielle des Amériques ne se serait jamais réalisée sans la traite transatlantique. Mais lors de l'abolition de l'esclavage, seuls les esclavagistes ont été dédommagés. De nouvelles convoitises et bien d'autres menaces prennent forme dans le contexte actuel de la mondialisation, car ce ne sont plus seulement les négros spirituels et les masques qui attirent, ce sont les festivals de films, de musique et de danse qui deviennent une affaire, un business pour les promoteurs comme pour les artistes de l'Europe. D'abord un lieu de recyclage, l'Europe est devenue le siège de la création, l'espace de remodelage, le lieu de lancement de l'art africain. Et pas seulement l'Europe. C'est une situation qui ne permet pas aux industries du Sud, sous perfusion, de prendre leur envol. Cet envol nécessaire pourrait pourtant favoriser particulièrement le secteur du tourisme culturel si les œuvres africaines étaient restituées à leur pays. La jarre percée, le dieu de la guerre, la panthère du Dahomey, les masques batékés et PANGWE accent aigu du Gabon, les têtes d'Ifé du Nigeria, etc. Convoitées par les puissances coloniales, ces œuvres se trouvent actuellement dispersées dans les grands musées du monde. Muséum für Völkerkunde, British Museum, Musée de l'Homme, Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren en Belgique, etc. Et l'Afrique s'en trouve ainsi dépossédée. Établissant un parallèle avec le domaine sportif, on observe que les performances de Mohamed Ali, Pele, Lilian Thuram, Roger Mila, Thierry Henry, Didier Drogba, Yannick Noah, Carl Lewis, Haïlé Gebrselassie, Michael Jordan, Jean Tigana, Marius Trésor, Basile Boli, Anelka, Arthur Ashe, Abdul-Jabbar Karim, Donald Pincott, Charles Paddock, Percy Williams, Willie Williams, Armin Harry, Jim Hines, Calvin Smith, Magic Johnson, Leroy Bourrel, Donovan Bailey, Maurice Green, Tim Montgomery et dans une moindre mesure de Jesse Owens avec ses 4 médailles ironisant la théorie raciste de Hitler, et celles des athlètes féminines comme Gibson, Zina Garrison, Wilma Rudolph, Florence Griffith Joyner et Jackie Joyner-Kersee, Foster, Golding Clark-Lassena, Marlène Autet, Goulbourn-Elva, Gail Devers, Maria Mutola, Tori Edwards, Eunice Barber, Venue et Serena Williams, Mary-Jo Perec, Obadel Thompson, etc., qui se sont tous distingués dans leur discipline ont rapporté des bénéfices considérables à leurs promoteurs. Explorant les réalisations dans le domaine scientifique, l'on constate que des inventeurs neufs tels que Howard Latimer, Garrett Morgan, Gradville T. Woods, McCoy, Charles Drew, Vivien Thomas, etc., n'ont pas eu, tant sur le plan social que financier, la reconnaissance qu'ils méritaient. Au-delà de la prouesse de ces scientifiques et du chevalier Saint-Georges, on pourrait honorer la mémoire de ces millions de captifs noirs, dont le travail va constituer la principale source de richesse des esclavagistes. Culture de canne à sucre, du coton, du tabac, du café, élevage, culture vivrière, etc., et des industriels européens, extraction minière, transport. Ainsi, leur souffrance, leur endurance et leur persévérance ont constitué incontestablement le terreau fertile de la révolution industrielle. Et c'est l'ensemble des actions, activités et situations douloureuses, qui témoignent à jamais de l'apport des citoyens d'origine et d'ascendance africaine au progrès des arts, des sciences et de l'humanité, ainsi qu'à l'essor du système économique de l'Amérique du Nord et de certains pays de l'Europe. Il n'y a donc plus de doute à avoir sur la qualité et la richesse de la contribution du continent à l'édification du monde contemporain. Impact culturel. Action négationniste et entretien des complexes. Bien que conscientes de la situation, les populations noires entretiennent parfois un sentiment d'infériorité pendant que le planton blanc vante sa suprématie. Cette attitude est d'autant plus compréhensible qu'il était jadis permis de penser que le monde était binaire et divisé par conséquent en races inférieures et supérieures, en noir et blanc, les premiers inaptes à la civilisation et voués à l'exploitation, les seconds seuls dépositaires de la civilisation, appelés à exploiter les premiers. Cette malheureuse réalité est telle qu'on attribue la chute du grand sphinx à Napoléon Ier qui, ne supportant pas ses traits négroïdes, lui cassa son nez.
L'idéologie innommable faisait ainsi place à l'expansion mondiale des cultures dominantes, car confirmée par des généticiens, anthropologues, théologiens, économistes. D'après Jean-Philippe Omotunde, les textes de certains scientifiques et philosophes comme Darwin, Hegel, Hume, Kant, Gobineau, Voltaire, Montesquieu, Cuvier en témoignent. Même Jefferson va maintenir Sarah Heming dans son statut d'esclave. Et pourtant, il était progressiste et père de 7 enfants. C'est vous dire toute l'ambiguïté de ce président, possédant des pouvoirs, dont les sentiments n'ont pas résisté aux dogmes de l'époque. La collusion de ces approches dogmatiques va susciter plus tard la création du Ku Klux Klan et de l'apartheid. Considérés comme des sous-hommes hier, on continue à croire au nord comme au sud que les citoyens d'origine et d'ascendance africaine n'ont aucune aptitude pour les sciences. Ils seraient plutôt doués pour la musique, le sport, la nurserie, les travaux manuels et le gardiennage, etc. De même que les peuples noirs des Amériques vont se laisser dire des siècles durant que les Noirs vivant sur l'autre rive étaient sauvages, leurs experts en ethnomédecine des charlatans, leurs astrologues des marabouts, et leurs pratiques religieuses néfastes voire diaboliques pour l'âme. Tout ce qui était relatif aux Blancs était beau, et laid était tout ce qui était relatif aux Noirs. Le mal est fait, car nous assistons en l'occurrence aux États-Unis, au déséquilibre d'une population partagée entre fascination et rejet de l'Afrique. Cette situation qui a perduré est malheureusement encore entretenue de nos jours. Autodépréciation. Force est de reconnaître en effet que les populations noires portent encore péniblement ce poids de l'histoire qui leur semble parfois encombrant. Puisqu'on constate à l'orée du XXIe siècle que les expressions datant de l'époque de la traite négrière et de la colonisation n'ont pas été altérées par les transformations sociales. C'est pourquoi les expressions suivantes sont toujours en cours: nègre de tel écrivain, travailler comme un nègre, parler petit nègre, etc. Des expressions encore usitées aussi bien au nord qu'au sud, notamment en Afrique où on entend encore aujourd'hui des interjections telles que « ah les nègres ». Le mal est fait, car cette situation est peu ou prou entretenue dans les Antilles françaises. Dominées par le Nord et brimées par leurs frères du Sud, les populations du Sud qui sont parfois sans ressources et souvent sans terre arable semblent encore psychologiquement enchaînées. Oscillant entre silence et résignation, certaines âmes ne se sont pas construites. On observe avec regret que malgré la décolonisation, ce phénomène est aussi entretenu en Afrique où des attitudes et propos de certaines âmes confortent ce mépris partagé de certaines valeurs africaines. Aussi Desmartins nous fait-il remarquer cet oubli de l'Afrique, ce refus de l'Afrique chez bien des Afro-Américains qui répond à la fois à un mécanisme d'autodépréciation, le provoque et le renforce. À la limite, il correspond à des comportements d'imitation, des stratégies compensatoires où l'inaccessible paradis pâle est placé au sommet d'une échelle au degré subtil qu'il faut gravir pour s'en rapprocher. Denis Constant Martin relève dans son ouvrage que Lloyd Brathwaite décrit avec force détail cette situation dans Social Stratification in Trinidad. Soulignant par ailleurs l'ampleur du phénomène, il évoque la chanson du chanteur jamaïcain Chalk Dust, Zayansi African Atoll, ceux qui n'ont rien d'africain. Écoutez-les, femmes noires, se vanter devant leurs amis et leurs voisins. Le nez de mon bébé lui vient de son aïeul espagnol. Ma grand-mère était mariée à un Chinois nommé Lo, c'est pourquoi il a des yeux si beaux et si épais ses sourcils. Du côté de mon mari, il a pris les taches de rousseur, sa grand-mère était irlandaise. Et maintenant voyez le blanc des yeux, c'est que ma mère avait du sang anglais. Quant à moi, regardez-moi, je suis caraïbe et portugaise, ce qui explique mes cheveux ondulés. Et le bébé est noir jusqu'au fond des yeux, il n'y voit pas l'Afrique du tout. Je vous dis, le bébé est noir comme une poupée vaudou mais il n'y voit pas l'Afrique du tout. Ces complexes de supériorité et d'infériorité qui ont été et sont encore ainsi vivaces, sont néfastes au continent et à sa diaspora. Puisque cette piteuse image véhiculée par la culture coloniale à travers le monde, est aujourd'hui relayée par les médias du monde entier, dans l'indifférence de certains gouvernements africains et de l'Union africaine. Dans ces conditions, quels peuvent donc être les repères actuels des Africains qui s'accrochent aux vestiges coloniaux et à ceux des Trois Amériques ? Notons ici la situation des Africains américains qui voudraient bien se référer avec fierté, comme tous leurs concitoyens d'origine irlandaise, israélienne, italienne ou chinoise, à leur honorable origine.
Ce constat qui introduit une question à laquelle l'Américain noir répondrait difficilement, trouvera facilement une réponse chez un Canadien par exemple, qui répliquerait « Mes ancêtres étaient des Européens, et aujourd'hui, les Européens comptent parmi les principaux partenaires commerciaux du Canada et investisseurs au Canada. Nous sommes des alliés naturels dans un certain nombre de domaines. Ce statut nous permet de travailler en étroite collaboration avec les pays d'une Europe élargie, afin de promouvoir nos industries, nos technologies et nos valeurs. » De son côté, l'Européen répondrait « L'Union européenne estime réunir des cultures qui, au sens large, forment ce que l'on nomme historiquement la civilisation européenne, revendiquant par sa contribution majeure aux arts, aux sciences, à la philosophie, à la littérature et à d'autres domaines de l'aventure humaine. C'est avec beaucoup de fierté que les Américains et Australiens se réfèrent au vieux continent, l'Europe. Celle-ci attribue à la culture le rôle de lien essentiel entre le passé et le présent, tout en veillant à la préservation et à l'épanouissement de ses caractéristiques culturelles, à le regard tourné vers l'avenir. En l'absence de textes fiables, le citoyen d'origine ou d'ascendance africaine n'a pas les mêmes atouts que le citoyen d'origine ou d'ascendance européenne. Perçu comme la matrice du monde, le continent n'aurait pas su, après avoir inventé le feu et taillé la pierre, transcrire son histoire. Et ce sont désormais les anciennes puissances coloniales qui lui servent de repère, à partir de leurs propres références historiques. C'est ainsi que les textes contemporains résument son rapport à la déportation, à l'esclavage, à la colonisation, à la démobilisation des troupes coloniales, à la décolonisation, au vent de la démocratisation et à la mondialisation. On devrait pourtant se souvenir de ce que les Grecs doivent aux Égyptiens, qui étaient des Africains. Ce repère historique pourrait apporter un élément de réponse à Charles Trenet, qui, au cours d'une émission sur Europe 1, s'interrogeait sur la contribution de l'Afrique à l'édification du monde contemporain. Un exemple de ce rôle fondamental est simplement le principe du calendrier solaire adopté à l'époque de l'unification de l'Égypte, il y a plus de 6000 ans, et encore en usage. Mais combien d'Africains le savent-ils ? Action, réalisation et contribution. Exécutant les tâches les plus ingrates de la société, les descendants des captifs africains vont chercher à conjurer leur sort en répondant aux besoins de leur environnement. Déterminés à ne plus rester au bas de l'échelle sociale, ils vont favoriser des innovations dans les domaines des sciences, des arts et des lettres, développant ainsi des techniques jamais imaginées auparavant. Notons que leurs ancêtres, les Dogons, assuraient déjà la maîtrise de l'univers à travers leur cosmogonie. Selon la philosophie Dogon, chaque homme est une œuvre du Créateur qui ne lui insuffle pas seulement le souffle, mais lui donne aussi un don et une mission qui s'accompagnent des énergies nécessaires à son accomplissement, à savoir la curiosité saine, l'endurance, la persévérance, l'espérance, et pour sublimer le tout, la pondération. C'est sans doute cette approche ancestrale qui a imprégné des inventeurs comme Howard Latimer, filament de carbone, Garrett Morgan, masque à gaz et feu tricolore, Aujourd'hui, les citoyens d'origine et d'ascendance africaine sont loin d'imaginer les humiliations qui poussèrent d'une part ces scientifiques, au départ ouvriers pour certains, à cultiver leurs talents et d'autre part, les personnalités comme W.E. Dubois, Padmore, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Alioune Diop, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Malcolm X, etc. Apprenez la revendication identitaire, la négritude. Restant encore au bas de l'échelle sociale dans les Amériques, en Europe et au Moyen-Orient, consommateurs des produits des autres régions du monde, les citoyens d'origine et d'ascendance africaine semblent ainsi entretenir l'ordre établi, pendant que les décideurs politiques et économiques ne semblent pas ressentir le besoin d'imprimer une approche africaine dans la recherche et l'innovation. Devant ce constat, certains scientifiques relèvent que l'Afrique n'a pas inscrit de façon décisive ses savoirs dans le creuset de l'universel. D'autres estiment que la marginalisation de l'Afrique trouve sa source dans sa non-maîtrise de l'universel, tandis que d'autres pensent que ce retard est lié au déficit d'information sur ses propres savoirs. Face à ce débat,
les jeunes et la diaspora sont fiers de rappeler les prouesses de nombreux scientifiques de l'Afrique contemporaine. Le Sénégalais Cheikh Anta Diop, l'Éthiopien Beran Asfaw, le Malien Cheikh Monsieur Diarra, le Nigérian Drive Philippe Emeagwali. Ils évoquent également le savoir des Africains servant la NASA, le CNES, le Centre aérospatial de Toulouse et tant d'autres scientifiques, astrophysiciens, professeurs, ingénieurs et techniciens des sciences demeurant dans l'ombre des centres de recherche du monde occidental. Fort de cela, ils nous interpellent sur l'interrogation de Rabia Abdelkrim Cheikh. Un savoir universel légitime, est-il possible, s'il n'inclut pas les savoirs d'une grande partie du monde ? Nécessaire retour aux pages véritables de l'histoire mondiale. L'élaboration de l'histoire générale de l'Afrique entreprise par l'UNESCO n'a pas suscité la révision des manuels scolaires. Cela n'a pas favorisé non plus le tourisme culturel pour une meilleure connaissance de l'histoire du continent. Ainsi, l'on constate avec amertume qu'aucune action d'envergure n'a été entreprise pour favoriser une meilleure connaissance de l'histoire du continent. Une erreur qui risque de laisser la jeunesse, la diaspora et les générations futures dans la même ignorance. C'est pourquoi, il conviendrait d'inscrire dans les pages d'histoire les réalisations passées et présentes des Africains afin de les promouvoir à travers l'éducation, la culture, les sciences et la communication. Puisque les actions menées par W.E.B. Dubois, Georges Padmore, Marcus Garvey et d'autres acteurs du panafricanisme ne sont guère connus de tous les Africains. Et pourtant, ils s'étaient déjà indignés de voir les Européens procéder, le 15 novembre 1884, à Berlin, au partage de l'Afrique sans les Africains. Indignation qui va favoriser la naissance du mouvement panafricaniste. C'est ainsi que les villes de Chicago en 1893, d'Atlanta en 1895, de Géorgie, de Londres en 1900 et de Manchester en 1945 verront fleurir les premiers bourgeons du panafricanisme. Après avoir été victimes du Code noir, des dizaines de milliers de Noirs ont été conduits dans les camps nazis. Cette page de l'histoire reste cependant dans l'ombre. D'autres Africains vont défendre les couleurs de la puissance coloniale, dans les tranchées de l'Hexagone durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, certains seront massacrés dans le camp de Thiaroye, après la guerre parce qu'ils exigeaient tout simplement la même pension que leurs frères d'armes français. Mais combien de citoyens d'Afrique et des autres régions du globe le savent-ils ? Pétris de l'histoire, de la littérature et de la géographie des grandes puissances coloniales, les citoyens d'origine et d'ascendance africaine ne sont pas toujours en mesure d'énumérer les fleuves et rivières d'Afrique, mais ils désigneront avec fierté la Seine, la Tamise, le Danube. Ils déploieront dans ce même souffle la liste des grandes figures de l'histoire occidentale avec Alexandre Ier, Napoléon, Jefferson, Bismarck, etc. Mais ils peineront à citer la bravoure de Soundiata Keita et de Samori Touré, l'organisation du Royaume Congo, le génocide du peuple Herero en Namibie, l'exil forcé de Béhanzin, le voyage de Kankan Moussa qui va provoquer par ses dépenses en or une dévaluation en 1324 au Caire. Et pourtant, des historiens, explorateurs arabes, européens, chinois, hébreux, etc. qui ont posé leurs pieds sur le sol de l'Afrique ont toujours décrit les grandes civilisations qu'ils ont vues avec des termes plus qu'élogieux. Nous pensons à l'Égypte antique, Kémet, l'Empire de Kouch, la civilisation d'Ile-Ife, le royaume de Zimbabwe, la civilisation Nok, l'Empire du Ghana, la civilisation Ashanti, mais combien le savent ? Maintenant que les citoyens d'origine et d'ascendance africaine connaissent à la virgule près les textes de Molière, Shakespeare, Goethe et Cervantes, le moment n'est-il pas venu de revisiter la mémoire universelle, notamment celle de l'Afrique ? Aussi, le retour à la mémoire africaine s'impose, car l'aphasie a introduit l'amnésie, et cette amnésie a instauré un silence qui pèse comme une chape de plomb sur l'histoire du continent africain. Médusée, la jeunesse et la diaspora prônent l'impérieuse nécessité d'investir dans le capital humain et culturel de l'Afrique, du fait de la méconnaissance de la part des citoyens d'origine et d'ascendance africaine de leur propre histoire. Elles exigent par conséquent que leur mode de vie, leurs valeurs, traditions et croyances intègrent enfin leurs recherches, leurs livres, leurs films, leurs émissions télévisées, leurs architectures, afin que ces œuvres reflètent durablement leurs véritables histoires et constituent pour les générations futures de véritables pièces de témoignage, au-delà des rives de l'Atlantique. Nécessaire maintien des liens transatlantiques. À l'écoute des appels incessants de leurs frères des Amériques,
Les artistes et écrivains africains s'attachent à l'amélioration de l'image de l'Afrique à travers leurs œuvres, pendant que certains décideurs politiques et économiques confortent diversement les stéréotypes des médias occidentaux. Ces décideurs auraient pourtant pu susciter l'espoir de la jeunesse en répondant à ses aspirations par le truchement des dispositifs révélant les qualités qui sommeillent en elles, et stimuler le désir de la diaspora de se ressourcer par le biais du tourisme culturel. Or, l'on observe que seuls les dispositifs conçus par l'UNESCO et l'Union européenne ainsi que ceux proposés par l'Organisation internationale de la francophonie favorisent des rencontres avec les diasporas des Amériques. Les dirigeants qui entretiennent des relations privilégiées avec les puissances coloniales n'ont pas su maintenir les liens transatlantiques avec les diasporas à travers la création d'un dispositif spécifique. C'est pourquoi les liens unissant les peuples noirs des Antilles, des Caraïbes, des Amériques et l'Afrique n'ont pas été raffermis. En quoi la consolidation de ces liens entraverait-elle les liens coloniaux? Que propose le NEPAD? Les Européens sont allés au-delà de leurs divergences politiques et économiques, pour créer au terme de la Seconde Guerre mondiale, une union économique visant à renforcer les relations diplomatiques, économiques et culturelles. Et c'est autour de ce creuset de l'Union européenne que l'Europe entend entretenir ce qui, au sens large, forme ce que l'on nomme historiquement la civilisation. L'Afrique entend pour sa part entreprendre par le biais du NEPAD sa renaissance dans une démarche collégiale et continentale. Le NEPAD est un programme, au travers duquel les décideurs africains se proposent de promouvoir la bonne gouvernance à la fois politique et économique. Les gouvernements qui ploient sous les questions liées à la dette et à la pauvreté prônent la nécessaire solidarité internationale pour le développement du continent. Mais ce projet demeure encore à l'état embryonnaire en l'absence de moyens financiers, techniques et humains. Le NEPAD n'offre pas, par ailleurs, de dispositifs favorables au raffermissement des liens avec la diaspora. La culture ne joue pas dans certains programmes gouvernementaux le rôle de lien entre le passé et le présent, elle ne constitue pas non plus le fondement du développement. Et pourtant, les dirigeants pourraient à l'instar des colonisateurs s'appuyer sur l'éducation et la culture pour tracer par le biais du NEPAD les nouvelles voies du développement. Puisqu'il existe des cadres favorables aux échanges commerciaux et culturels, on pourrait citer en exemple l'existence des communautés économiques régionales susceptibles de dynamiser les nombreuses potentialités du continent, à savoir un marché potentiel de près de 840 millions de consommateurs, une population de presque 70% de jeunes de moins de 20 ans, une main-d'œuvre qualifiée et un vivier de diplômés dans tous les domaines, une diaspora mondiale qui valorise et pérennise sa culture, etc. Malheureusement, ces ressources ne sont pas utilisées de façon optimale, et l'Afrique semble inexorablement poursuivre sa descente vers le chaos, en dépit des incantations des conférenciers pour son décollage économique et de la mobilisation de la société civile, au nord comme au sud, qui dénonce le pillage organisé de ses nombreuses richesses. Et la carte de la géographie mondiale qui se dessine autour de la géopolitique actuelle ne plaide pas non plus en faveur du développement et de la valorisation de l'image écornée de l'Afrique. D'autre part, l'on observe que la plupart des pays riches sont dans l'hémisphère nord, où la lutte quotidienne des citoyens consiste à conserver les privilèges et acquis. Pendant que les citoyens de l'hémisphère sud s'enlisent chaque jour dans une lutte acharnée pour la survie. Cette situation résulte des problèmes de gouvernance au sud et de l'égoïsme de leurs partenaires du nord. Au terme de ce diagnostic, on constate avec amertume que le système de domination reste immuable. L'esclavage a été aboli, mais le système de domination demeure, seules les formes ont changé. La logique économique reste la même, on trait encore l'Afrique jusqu'à la dernière goutte. Bétail des esclavagistes hier, les Africains sont aujourd'hui les troupeaux de certains leaders politiques africains et des marchands d'armes du Nord. Aussi l'opinion publique africaine et internationale se demande-t-elle si les décideurs africains et leurs partenaires occidentaux et onusiens veulent réellement le développement de l'Afrique. Elle s'interroge en d'autres termes sur l'utilité de l'ONU, convaincue que celle-ci ne sert que les intérêts des anciennes puissances coloniales et de l'Amérique, au détriment des peuples du Sud. Aussi réclame-t-elle sa réforme. La question de la réforme est d'ailleurs en discussion actuellement à l'ONU et dans la plupart des chancelleries et instances internationales.
Cette actualité tombante à point nommé devrait offrir aux Africains l'opportunité d'exiger la refonte des dispositifs de la coopération bilatérale et multilatérale, en vue de sortir de la dépendance et favoriser la production. Force est de reconnaître en effet que nous consommons ce que nous ne produisons pas et produisons ce que nous ne consommons pas. Consommateurs des productions des autres régions du monde, les Africains se doivent désormais de produire dans tous les domaines, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des industries, des services et de la culture. Ainsi l'on pourrait en matière culturelle, promouvoir à travers l'éducation, la communication et la culture, les actions conduites par Marcus Garvey, Tuvalu, W.E.B. Du Bois, Kwame Nkrumah, Alioune Diop, Aimé Césaire, Léopold Senghor, Cheikh Anta Diop, Malcolm X, Nelson Mandela, Bob Marley, Martin Luther King et dans une certaine mesure Mobutu Sese Seko et Sékou Touré, etc. Il conviendrait donc de traduire en images, en sculptures, en chansons et dans tous les arts, leurs réalisations pour comprendre leurs différentes approches, honorer leur mémoire et améliorer l'image écornée de l'Afrique. Cette entreprise passe par la nécessaire vulgarisation du patrimoine de l'Afrique et de ses diasporas. Il est question ici de sauvegarder le patrimoine historique et culturel de l'Afrique, de célébrer ses diasporas, de développer des projets d'échanges commerciaux et culturels, et de mettre en exergue l'universalité et la transversalité des créations et des recherches africaines. La traite et l'esclavage ont assemblé un patchwork panafricain qu'il n'a jamais été possible de découdre. Plus encore, les pièces se sont tellement imbriquées, les fils se sont si intimement noués qu'on a désormais peine à les distinguer. Denis Constant Martin. Conscients du caractère africain de leurs origines, les captifs et leurs descendants vont à travers leurs actions quotidiennes, tenter de conserver leur héritage culturel à travers les chants, les cultes, la gastronomie, la pharmacopée, etc., afin de souligner leur spécificité dans les sociétés américaines et caribéennes, nonobstant la tentative de génocide culturel et l'embargo linguistique visant à étouffer les cultures africaines. Il s'agissait alors de garder intacte la mémoire de l'Afrique la plus traditionnelle, tant sur le plan de la transmission orale que sur celui de l'organisation sociale où la femme tient, comme en Afrique, un rôle central. Plus tard, le retour à l'Afrique, qui sera motivé par les actions négationnistes des pouvoirs racistes et la détermination des pères du panafricanisme, s'inscrira dans la revendication politique, sociale et identitaire. Bien qu'en souffrance sociale, les artistes vont savamment allier leurs états d'âme et leurs talents à leurs conditions sociales et à leurs racines africaines. Cela reste lisible sur le plan musical, où certaines onomatopées font écho à celles des animateurs de quelques folklores africains. Ces artistes ont ainsi su mettre en évidence la diversité et les imbrications des expressions africaines, puisant dans l'histoire africaine les preuves éclatantes de ses fondements philosophiques, pour traduire leurs différentes perceptions de l'Afrique. Cette traduction singulière offre à présent une fusion qui profite désormais aux deux rives de l'Atlantique. Souffle régénérateur, les musiques d'Afrique ont traversé le temps et les espaces, s'enrichissant au-delà des rives de l'Atlantique, pour nourrir les compositions des artistes contemporains. C'est ainsi que l'on danse indifféremment la salsa, le ndombolo, le zouk, la soul, le merengue, le makossa, la soca, la rumba, le compas, le soukou, le coupé décalé, le reggae et bien d'autres rythmes dans les fêtes africaines, caribéennes et américaines. Aussi, ces ambassadeurs de l'Afrique ont pu ainsi transmettre le témoin à la jeune génération, relever partiellement l'image négative de l'Afrique, créer des passerelles entre l'Afrique et sa diaspora, promouvoir les musiques noires. Mélancoliques au départ, ces musiques deviendront chaleureuses, langoureuses, voluptueuses et généreuses pour offrir subtilement des notes fruitées, vanillées, anisées, acidulées, sucrées ou épicées. Gorgées de swing et de groove, ces rythmes et mélodies sont un concentré de vicissitudes, un condensé d'émotions. Des rythmes qui revitalisent à présent les énergies africaines, assurent la pérennité de sa culture et favorisent son inscription dans le creuset de l'universel. Désormais, l'on s'approprie aux quatre coins du globe le blues, le gospel, le jazz, le rythme esperlué de blues, le rock, le reggae, la salsa, la soul, le funk, le rap, le ragamuffin, le new jack, le rap au même titre que les films américains, le gin, le McDonald's et le Coca-Cola. Baignant constamment dans un foisonnement culturel, la cuvette des Caraïbes et le continent africain constituent le foyer de la création musicale contemporaine,
ces deux régions du monde continuent d'enrichir le patrimoine mondial de la musique. Ces embranchements d'origine et d'ascendance africaine offrent de façon lumineuse des notes aux consonances harmonieuses qui irradient le patrimoine culturel de l'humanité. À présent, les citoyens d'origine et ascendance africaine se doivent d'inscrire à l'instar des musiques noires, les valeurs africaines dans le creuset de l'universel. Sans réaction, sans recherche et sans innovation, nous prenons le risque d'entretenir le destin tissé par les esclavagistes et le colonisateur. Aussi nos actions devront-elles couvrir dorénavant plusieurs domaines géographiques, historiques, généalogiques, politiques, économiques, musicologiques, etc. Car lorsqu'on ne maîtrise pas son histoire, on ne maîtrise pas son présent. La rumba afro-cubaine à l'épreuve des temps. De la traite négrière à l'ère coloniale belge. Mandat Chebois. L'historiographie des musiques congolo-américano-caribéennes tient à un postulat. La rumba est fille de la traite négrière, de l'esclavage et de la colonisation belge. S'agirait-il d'un simple jeu de mots ? Rien n'est moins sûr. Ce terme rumba, malgré son apparente précision toponymique, peut pourtant surprendre à plus d'un titre. Car il ne fait pas référence de façon plus explicite qu'on l'aurait cru à une production culturelle propre aux captifs originaires du seul Congo, tel que du moins ce pays est perçu dans ses limites territoriales d'aujourd'hui. Il désigne plutôt une certaine forme de legs musical et chorégraphique créole découlant de l'imaginaire d'une partie des captifs radiés autrefois le long de la façade atlantique 27 et transplantés ensuite, entre autres lieux, dans l'île Ibérie. Façade qui va des côtes du Gabon, c'est-à-dire celle de l'ancien royaume de Loango, jusqu'au rivage d'Angola, en passant par les ports du Congo, République démocratique du Congo. Tout part ainsi de ces ports côtiers exposés à l'appétit des trafiquants européens. Reste que si tout port négrier n'incarne a priori que l'image d'un simple port d'embarquement, il ne peut cependant être déchargé de sa fonction implicite de port d'exfiltration des âmes. En l'espèce, parlons plutôt de l'exfiltration des âmes Congo en direction des Amériques et des Antilles. Car c'est sous l'effet conjugué de la déportation et du broyage des âmes que des fragments de l'Empire de Congo furent vomis dans un nouvel humus dans le Nouveau Monde. Forçant du coup des millions de migrants Congo à un exil involontaire. C'est ainsi que se mit en place, sur plus de 3 siècles, la première et la plus impitoyable aventure de broyage d'âmes dans le Nouveau Monde. Et du coup, la question qui se posa à tous les esclaves parqués dans ce monde nouveau, loin de leurs foyers originels, était celle-ci: que faire et comment se reconstruire face au poids mortifère et infamant de la servitude et de l'oppression ambiante? Une seule alternative s'imposa à eux: la libération par le marronnage, fuite dans les maquis qui se terminait parfois dans le sang, ou la résistance culturelle par la musique, médiation de l'imaginaire comme moyen de survie, de laquelle naquit entre autres la rumba. Par la vertu du marronnage. Vu du point de vue du fugitif, le marronnage peut être interprété tout à la fois comme un acte de bravoure, de contestation et de subversion à l'endroit du colon oppresseur. Un acte allié à une quête obstinée de liberté et de paix à l'échelle ontologique et lesté qui plus est de 3 symboles essentiels qu'il sied de saisir comme la révolte de l'ancien nègre soumis, donc la désobéissance à un ordre social cynique et inique imposé par le maître blanc et subi par l'esclave noir. L'acte de naissance du créole noir, rené, enfin libre de la mort de son ancien étang servile. L'expression concrète d'un acte de liberté arraché vaillamment et témérairement par l'ancien esclave face à un colon, somme toute, devenu impuissant, acte accompagné symboliquement de la proclamation tacite d'une certaine souveraineté territoriale sur une île qu'il se doit de partager maintenant quasiment à égalité avec son ancien tortionnaire. Tout le Nouveau Monde est porteur de souvenirs de ces actes de bravoure fondés sur le marronnage, avec cependant une mention particulière pour les esclaves d'origine Congo. Ces vaillants marrons sont parfois qualifiés par certains chroniqueurs d'individus d'exception, en raison de leur propension par trop frondeuse. Cette affirmation est attestée du reste par les multiples rébellions fomentées, soit comme meneurs, soit comme complices actifs par les esclaves Congo, en fait bantous, simple allusion à leur côte d'embarquement, dans les Amériques et dans la Caraïbe. Pour sûr, presque partout dans les méandres de la traite et de l'esclavage transatlantique, on retrouve la trace Congo 31. Cela ressort assez clairement de la recension que Sima Swindula fit en 2003 pour l'ouvrage de l'afro-vénézuélien Jesus Garcia,
La diaspora de los Congos en la Américas y los Caraïbes, publié par la Fondation Afro-América, les éditions Apicom Konak et l'UNESCO. On y lit ceci. Parmi la cinquantaine des quilombos répertoriés au Brésil, Jesus Garcia cite celui, célèbre, de Palmarès, 1645 à 1695, que conduisit Nyanga Zumbi ou Zumba dont l'ascendance supposée est celle des redoutables guerriers Yaka. La capitale de ce territoire libre de l'oppression esclavagiste était Makoko. Divers mouvements seront menés à Saint-Domingue vers 1546 par un certain Sébastien Lemba, en 1724 par Sépion Congo, Batista Congo et Maria Conga et en 1796 par Thomas Congo, un des leaders de l'insurrection de Boko de Nigua. En Colombie, dans la région de Tolu, l'une des révoltes signalées est dirigée par Domingo Bio, appelé aussi Roi Benko. Ses partisans sont majoritairement Congo et Loango. La langue en usage dans l'espace libre créé par les rebelles, le fameux El Palenque de San Basilio, est, selon Chucho Garcia, se fondant sur les travaux des américanistes Aquiles Escante, Nina Friedman et Germán de Granda, un parler créole ayant pour base le Kikongo. Les autres palanques colombiens créés ont pour désignation Bong et Douanga ou Douanga, 1694, Santa Cruz de Masinga 1703 et Samba Palizada 1787. Au Pérou, le refus de l'asservissement est illustré par de nombreuses fuites, comme celle enregistrée en 1610 de Catalina Congo, qui quitta Lima pour Santa, ville située à 300 km et Juan Garcia Congo. Porto Rico, île esclavagiste par excellence, vivait un état de révolte permanent. Vers 1820, l'un des leaders arrêtés est Juan Nación Congo. Vers 1826, une conspiration est découverte dans la ville de Ponce pendant la campagne sucrière. Les meneurs sont Antonio Congo et Pedro Congo. Cuba, qui fut une grande plantation de canne à sucre, n'allait pas échapper à la résistance Congo. Un document administratif informe de l'existence à Villa, entre 1550 et 1560, d'un local appelé Quiziquaba ou Quabal de los Quizi où des Africains se réclamant de Ganga Quizi, tradis praticiens, se réunissent et s'autoproclament rois et reines. Cette information porte sur l'une des nombreuses confréries bantoues qui existaient à Cuba. Un inventaire retrouvé dans les archives nationales de ce pays contient les désignations suivantes. Karabali Vivi, Bougana, Congo Musono, Congo Luango et Congo Muboma. Les révoltes y ont été nombreuses. En 1888, un projet de rébellion est découvert. Les leaders sont Julian Congo, José Maria Congo, Francisco Congo, Gertrudis de Nación Congo et Marcelo Congo. Installés au Venezuela, avec comme principale tâche celle de développer la culture cacaoyère, les esclaves africains gardent leur potentiel d'insurrection mais aussi leurs anthroponymes, Lamba, Mutemo, Lubolo, Buila. Curiep, première localité libre des carcans de l'esclavage au Venezuela, a été fondée au XVIIe siècle par des Africains qui avaient fui Carazzao. Parmi les meneurs, il y avait Antonio Congo et Manuel Congo. La communauté Congo-Loango sera en 1749 au premier plan d'un projet de révolte dans la province de Caracas. Habitant la partie sud dans la ville de Coro, dans la région de Serrania, dans l'état de Falcón, les Loango s'étaient organisés en milices regroupées dans la compagnie de les Loango. Ils y provoquèrent une insurrection en 1795. En dehors du marronnage qui, à l'évidence, fut pour les opprimés du Nouveau Monde l'un des moyens le plus efficaces de revendiquer leur légitimité ontologique face à la férocité coloniale, plusieurs esclaves Congo durent également s'investir dans la production spirituelle en rassemblant intuition et poétique, rhétorique tambourinée et plastique corporelle. La médiation de l'imaginaire comme moyen de survie. C'est que, une fois de plus, c'est au sein des esclaves d'origine Congo que l'historiographie put repérer des qualités artistiques certaines chez ces forçats. Qualités qui permirent à certains d'entre eux de se forger un profil assez particulier par rapport à leurs congénères originaires des autres régions d'Afrique. Pour s'en convaincre, il n'est qu'à comparer les traits caractériels essentiels des esclaves africains tels qu'ils furent saisis par un témoin de l'époque en les étudiant d'après leurs origines tribales. Ainsi la grille d'analyse établie par Moreau de Saint-Méry fait-elle ressortir les profils suivants. Les Ibos du Bénin ou du Nigeria par exemple, sont ceux qui sombraient souvent dans la mélancolie,
Les femmes Arada du Bénin, quant à elles, passaient pour des causeuses éternelles, acariâtres et querelleuses. En revanche, d'après la même observation, parmi de nombreux Noirs du Bénin et du Gabon on pouvait trouver aussi des êtres taciturnes, malsains et maladifs dont on faisait si peu de cas que l'on devait, lors des ventes, les présenter comme ibos afin de ne pas éveiller la prévention. Quant à ceux d'Angola, d'où provient un nombre important des Bantous de Cuba, et même ceux disséminés ailleurs dans le Nouveau Monde, on trouvait parmi eux les meilleurs et les pires. Si, comme l'indique la même étude, les Francs-Coragos étaient recherchés pour leur gaieté, leur amour du chant, de la danse et de la parure, leurs voisins, surtout les Moussombés de l'intérieur, faisaient quant à eux l'unanimité contre eux à cause de leur caractère des plus hideux. C'est des cannibales qui, à Saint-Dominique comme en Afrique, provoquaient l'horreur de tous les autres Noirs et notamment des Congos 34. Se reconstruire par la musique, la danse et la parure. Pourtant, en poussant l'analyse encore plus loin, il fut possible de constater ailleurs, quelque part dans la Caraïbe, que certains Congolais catéchisés et affranchis du XIXe siècle, au-delà de leur état de servilité, avaient parfois belle allure. Car certains de ces esclaves pourtant réputés frustes arrivaient, en termes de parure, à transcender leur rusticité chronique pour se hisser parfois, par simple mimétisme esthétique, jusqu'à la hauteur de leur maître. À ce sujet, le chroniqueur Grammaire de Cassagnac ne cache pas sa surprise, assortie tout de même d'une admiration tacite, face au cas assez amusant de ces gentlemen d'un nouvel ordre, qui ne se privaient pas lorsqu'ils en avaient l'occasion d'intégrer carrément la dignité de leur maître qu'ils imitaient servilement et de qui ils avaient hérité, du moins ludiquement jusqu'à leur titre de noblesse. On pouvait ainsi lire sur leur linge, les sapeurs appelleraient cela aujourd'hui griffes, les noms des plus nobles des colons. Ce qui ne manquera pas de surprendre le chroniqueur. J'entendais donc nommer à tout moment, comme dans un salon du faubourg Saint-Honoré, Madame la baronne de, Monsieur le comte de. Et lorsque je me retournais, ébahi, pour voir entrer ces personnages, j'apercevais un Congo superbe, luisant, brillant, pommadé avec frisure pyramidale, ou une carpette magnifique traînant 20 tonnes de satin cramoisi. Serait-ce là, la première génération des sapeurs congolais ? Toujours est-il qu'une réalité s'impose d'elle-même ici. Leur gaieté, leur amour du chant, de la danse et de la parure, telle qu'elle vient d'être décrite par Moreau de Saint-Méry, en faisait parfois à quelque occasion de fête ou de solennité particulière des stars à leur manière. Des stars qui plus est, à bien des égards pétries de sociabilité et de dansabilité, selon la délicieuse expression de l'anthropologue cubain Fernando Ortiz. Cette caricature peut paraître excessive, mais un fait demeure évident. Tirant profit de leur sens éternel de la célébration et de la parure, les esclaves les plus doués en musique ou en danse, comme ces fameux Congos, sont ceux qui surent s'attirer d'emblée une certaine sympathie des colons. Certains furent même ipso facto promus esclaves à talent. Ce qui leur permit d'échapper parfois au fardeau de la sujétion, puisqu'appelés désormais à égayer l'ambiance de l'hacienda. Il n'empêche que la musique des esclaves dans sa large diversité naquit dans un contexte de misère, de souffrance et de déshumanisation. Ne serait-ce qu'à ce titre, elle incarnait pour le moins une résistance spirituelle, nourrie de nombreux apports archivés dans la mémoire et réélaborés dans le Nouveau Monde. Rites magico-religieux, chants de travaux agricoles, ballades, berceuses, fables chantées, musique folklorique. Entre-temps, la servitude des esclaves africains, elle, continuait à peser sur leur destin ainsi que sur celui de leurs descendants. C'est que cette ambiance de sujétion, qui plus est martyrisante et humiliante, fut pour tous ces déportés le lieu de tant d'angoisse et de flétrissure, le lieu de tant de chocs et d'entrechocs d'imaginaire, aussi le lieu de tant de nostalgie par rapport au berceau matriciel perdu à jamais. Finalement, et malgré tout, ce fut le lieu de tant de créativité et d'inventivité d'où quelque part, dans un balancement lancinant entre le Congo et Cuba, naquit entre autres expressions musicales, la rumba. Et ce, parmi tant d'autres symboles dérivant du syncrétisme afro-cubain. La présence Congo à travers des repères culturels créoles. Ceci fait d'ailleurs qu'au-delà de la musique, à Cuba par exemple, on a même entendu certaines sonorités africaines résonner dans la poésie de certains écrivains de renommée comme Nicolas Guillen, Mayombe Bombe Mayombe, 39, sonorités à l'évidence tout aromatisées d'exotisme joyeux.
Remarquons surtout que la présence des esclaves artistes congolais parmi les asservis du Nouveau Monde se reflète de façon évidente à travers des repères symboliques assez nombreux et probants qu'on retrouve un peu partout, entre les Amériques et la Caraïbe. Repères qui se rapportent notamment aux arts musicaux et chorégraphiques, aux rites d'ancestralisation, aux rites psychosomatiques et magico-religieux, aux domaines organologiques, culinaires. Tel est le cas d'un certain nombre de mots aux accents congo-bantou, que l'on rencontre un peu partout dans l'univers culturel créole afro-caribéo-américain comme tango, terme qui désigne un tambour argentin utilisé autrefois par des esclaves Congo du Rio de la Plata, dont on dit qu'il fut à la base du tango argentin. Tango Congo, une forme de rumba célèbre à Cuba, à Saint-Martin et en Argentine. Congo Square ou Congo plein, dit aussi Borgard Square, appellation qui fait référence aux fameux espaces récréatifs créés au XVIIe siècle par des esclaves multiethniques africains de la Nouvelle-Orléans en Louisiane où naquit le jazz. Menuet Congo, une ancienne musique et danse inspirée de l'ambiance festive de salon typique de la Martinique coloniale. Danse Congo, dite aussi tamborito. Il s'agit ici d'une figure chorégraphique exécutée aujourd'hui encore par les Noirs de la côte Caraïbe du Panama. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.